Bonjour tout le monde, bienvenue à La nature de l'enfance. Aujourd'hui, je commence en prenant une petite minute pour vous remercier. Vous remercier d'être là à l'écoute en si grand nombre. Pour moi, commencer le projet de podcast, c'était vraiment relié avec beaucoup de défis, mais des défis que je suis super heureuse de relever. Alors, je tenais à vous dire merci d'être là, merci d'être à l'écoute, merci de venir me jaser après votre écoute. Je suis vraiment contente de pouvoir connecter avec vous de cette façon-là. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai jasé avec Sarah Hamel. Sarah Hamel, elle est psychoéducatrice, elle est autrice et maman. Et puis, elle et moi, on est vraiment animés d'une passion pour le développement de l'enfant. Puis, en tant qu'intervenante, Sarah, elle préconise vraiment l'approche développementale basée sur la science de l'attachement. Alors, cette approche-là, dans le fond, c'est qu'on comprend vraiment mieux comment le développement de nos enfants a un impact sur leur comportement. Ça nous aide à avoir la bonne lunette quand on regarde leur comportement, à se pencher sur ce qu'il y a derrière ces comportements-là. Vous allez en apprendre donc vraiment davantage sur cette approche-là et vous allez toutes sentir la passion qu'il y a dans notre discours. Je vous souhaite donc une très bonne écoute. Salut Sarah! Allô? Ça va bien? Ça va toi? Oui, merci. Merci tellement d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment. Vraiment contente que tu sois là en personne avec moi. Merci d'être déplacée. On vibre toutes les deux du même message, puis je suis vraiment heureuse de pouvoir le partager et le diffuser avec toi aujourd'hui. Alors, je vais prendre quand même une petite minute pour te présenter au cas où. Alors, Sarah Hamel, tu es psychoéducatrice. Exact. Tu es autrice de maintenant 2 livres. Oui. Et maman. Ah oui, ben c'est ça, c'est comme le rôle numéro 1. C'est ça, il faut le nommer quand même. Et j'ai envie de dire vulgarisatrice scientifique parce que ton approche, elle est vraiment basée sur la science développementale. Puis, on a appris à te connaître parce que, justement, tu pars de cette science-là, puis tu la vulgarises d'une façon incroyable dans tes capsules qu'on dit comico-éducatives. C'est ça. Je pense que c'est vraiment ta force, c'est ton approche, c'est la façon dont tu passes tes messages. Tu as du fun quand tu le fais. Énormément. Puis ça se sent quand on te lit, justement. Fait que maintenant, tu es rendu avec près de, tu sais, quand on met tout ça ensemble, près de 200 000 personnes sur les réseaux sociaux qui te suivent. C'est fou, hein? C'est, je peux pas croire. C'est hallucinant. Faut pas que je me le rappelle trop souvent parce que là, la pression monte. Puis c'est tellement pour une belle raison, parce que justement, quand on jase avec toi, rapidement, on sent que tu es là justement pour la mission, puis pour le message, pour nos enfants. Puis, notre lien, c'est ça. Notre passion, c'est le développement. Oui, c'est ça. J'ai vraiment l'impression que ce qui nous... notre grosse similitude, c'est pas juste notre approche, mais la passion qu'on a pour l'approche. Parce qu'il y en a d'autres personnes qui ont cette approche-là, qui ont fait les formations pour se familiariser avec ça, mais c'est ça, je sens que toi, en tout cas, je parle pour moi, en tout cas, moi, je suis vraiment passionnée par ça, puis je veux démocratiser l'accès à cette approche-là. Je veux plus que ce soit underground. J'ai l'impression que ça l'est encore beaucoup. Que l'approche cognitive comportementale, c'est encore elle qui a la cote puis qui est la plus connue. C'est encore elle qui est très enseignée dans les milieux universitaires, à la technique à la petite enfance. Exact. Donc, c'est ça ma mission. Ouais. Je veux démocratiser ça. Je veux que le monde découvre ça, parce qu'une fois qu'on la découvre, ça parle pas juste à notre tête, ça parle à notre cœur, ça parle 100%. À notre instinct. Puis là, on comprend que, c'est ça que je veux faire depuis le début. Dans le fond, je savais juste pas que ça existait. Je savais pas que ça passait par là. Exact. Fait que c'est ça, notre sujet d'aujourd'hui. On va le décortiquer peu plus. Mais on va y aller, on va le nommer juste. On va aller décortiquer qu'est-ce que c'est l'approche développementale. Parce que justement, comme tu le nommais, encore beaucoup dans la plupart de nos milieux, dans nos familles, on voit beaucoup d'approches qui est plus comportementale. Mais quand on se familiarise davantage avec la science, avec ce qui fonctionne le plus, que les dernières recherches nous disent, il faut se pencher sur l'approche développementale. Exactement. Fait que c'est ça, l'approche développementale. Qu'est-ce qu'on veut dire par là?
On veut dire qu'on se penche sur les stades de développement de l'enfant. On veut comprendre. Je commencerai par expliquer un peu vraiment la différence entre l'approche comportementale, cognitive comportementale versus l'approche développementale. Dans le fond, l'approche cognitive comportementale, c'est une approche pour laquelle on constate qu'il y a un comportement inadéquat, problématique, puis on va s'intéresser à ce comportement-là pour essayer de le comprendre, mais l'objectif ultime, c'est de le changer. On veut le modifier pour un meilleur comportement. Donc, on va prendre un comportement qu'on veut faire disparaître, puis on veut apprendre le nouveau comportement à l'enfant. OK. Puis, c'est l'approche qui a la cote depuis toujours. En fait, c'est ça qui nous a amené les conséquences, les punitions, les systèmes de récompense. Ça sert à ça. Puis, c'est pas complètement de la chenoute, tout ça. Là, ça nous a quand même amené à découvrir que la punition, ça aide pas l'enfant. Les études qui se sont intéressées au comportement de l'enfant puis qui se sont intéressés justement à vouloir modifier les comportements, ils ont quand même fait soulever des résultats qui sont vraiment bénéfiques là, pour l'éducation. Donc, quand ils se sont rendus compte que les punitions, ça ne marchait pas, en fait, que le renforcement négatif, c'était moins efficace que le renforcement positif, c'est quand même cool parce que là, on a vu une grosse baisse de la punition, des sanctions physiques, des humiliations et tout ça. Fait que ça nous a apporté beaucoup de bien. Mais c'est ça l'affaire avec la science, hein? Ça continue toujours d'évoluer. Puis là, on se rend compte qu'elle n'était pas parfaite, cette approche-là, puis qu'on ne peut pas juste se concentrer à regarder le comportement puis à vouloir modifier le comportement. Puis c'est ça la différence avec l'approche développementale. L'approche développementale, elle va plutôt regarder l'enfant pas dans le ici, maintenant nécessairement, mais sur une perspective plus long terme. Et puis, on va considérer plusieurs comportements qui sont considérés comme étant inadéquats aujourd'hui, comme étant en fait tout à fait normaux. Puis que notre job, c'est pas de changer ce comportement-là, mais plutôt de comprendre qu'est-ce qui nous dit ce comportement-là et comment je peux répondre à l'enfant en fonction de ce comportement-là. Comment je peux... Puis en fait, dans l'approche développementale, on ne va pas changer le comportement. On va plutôt changer les conditions. Oui, c'est ça, l'environnement autour de l'enfant pour que le comportement naturellement, le comportement adéquat, on ne va pas l'apprendre. Il va émerger naturellement. On veut le faire ressortir de l'enfant quand lui est plus prêt parce que son environnement s'est adapté, en fait. Puis si je ne me trompe pas, dans l'approche comportementale, justement, on voit ce comportement problématique-là vraiment comme dans son unicité. Il y a un comportement, c'est comme si une seule chose qui ressort de l'enfant, tandis qu'il y a un comportement qui va être problématique, mais si on le regarde d'un point de vue développemental, on va le voir dans son ensemble. Exactement. Ce comportement-là, il sort quand, il arrive pourquoi, il nous dit quoi. Donc, se pencher sur tout ce qui se cache derrière le comportement. Oui, puis, l'approche comportementale telle qu'enseignée à l'université nous amène quand même à analyser la fonction du comportement, OK? Ça, c'est ce qui nous est enseigné. Mais il y a un clash entre ce qu'on apprend puis ce qui est réellement fait sur le terrain. Parce que ce qu'on voit sur le terrain, c'est souvent des recettes one size fits all. C'est des techniques d'intervention, des trucs, des stratégies. Mais ce qu'on sait avec l'approche développementale maintenant, avec toute les plus récentes données scientifiques en matière de neurosciences, en matière de la science de l'attachement, c'est que un truc est très difficilement transférable d'un enfant à l'autre. Puis même au sein d'un même enfant, un truc est difficilement transférable d'une situation à l'autre parce qu'un même comportement peut cacher 75 000 raisons différentes. Puis c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre. J'essaie d'expliquer que derrière un comportement va se cacher toujours un besoin non comblé, une émotion trop intense ou une habileté non acquise.
Ça veut juste dire qu'il n'est pas encore capable de faire mieux. Ça, c'est pas parce qu'il veut pas faire mieux, il n'est pas encore capable de faire mieux. C'est ça. Donc, nos lunettes, par rapport à un problème X, mettons qu'on prend un enfant qui a une petite régression au niveau de sa continence. OK? Il était propre. J'aime pas ça, ce mot-là. Là. Je le mettrais en gros guillemets. C'est ça, j'aime vraiment pas ça. Mais il était continent. Il était capable d'aller faire ses pipis, ses caca dans la toilette. Puis là, du jour au lendemain, il refuse catégoriquement de le faire. Il nous redemande une pull-up ou il s'échappe beaucoup dans ses culottes. L'approche cognitive comportementale va vouloir modifier ce comportement-là, va vouloir renforcer les fois qu'il va à la toilette, donc mettre un système de renforcement, puis beurre épais pour que l'enfant ait envie d'aller faire ses pipis puis ses caca sur la toilette. Puis quand il le fait, on donne des renforcements. Mais ce que la science nous démontre, c'est que ça fonctionne pas, ça, à long terme. Puis en fait, même que pour certains enfants, moi, je l'ai vu là, dans mon bureau, des enfants qui ont eu ce type d'intervention-là, souvent, ça rajoutait une pression supplémentaire, puis ça les éloignait finalement de leur objectif. L'approche développementale, elle va plutôt se demander, OK, là, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement ou dans le monde intérieur de l'enfant qui peut faire en sorte que, là, c'est difficile pour lui. Donc, on est dans, OK, est-ce qu'il y a une émotion en arrière de tout ça? Y a-tu peut-être une selle douloureuse? Ça lui a fait mal, ça lui a créé un petit traumatisme, puis là, il y a peur, il y a peut-être une émotion, il y a peut-être une habileté non acquise, que là c'est rendu difficile pour lui de le faire parce que, peut-être que justement, il a été échaudé ou peut-être qu'il se passe quelque chose dans son environnement qui fait qu'il est très challengé au niveau adaptatif. Donc là, toute l'énergie de son petit corps est sollicitée pour s'adapter à cette nouvelle patente-là qui se passe dans sa petite vie, puis il reste plus d'énergie pour émerger dans des habiletés. Ouais. Donc, peut-être qu'il y a une habileté ici là, qui est en cours. C'est le système d'alarme qui est déclenché à ces moments-là. Puis des fois, c'est des toutes petites choses. Hein. Ça m'est déjà arrivé avec mon gars. Puis j'avais réalisé après qu'il était allé chez ma mère, il avait fait pipi sur la toilette, mais il s'était pincé, tu sais, entre les deux. Puis là, il voulait plus s'asseoir parce qu'il y a eu une douleur. Fait qu'il y a eu un petit traumatisme ici. Tu vois, là, tu as cette situation-là. Moi, justement, cette semaine, parce que ma fille, elle a 3 ans, puis on est là-dedans. Là, ça fait un mois et demi là, que ça va super bien. On est sur une bonne lancée. Cette habileté-là de continence, elle a émergé naturellement sans que je fasse quoi que ce soit. J'ai juste mis les conditions en place pour que ça arrive. Mais là, cette semaine, je me suis demandé, voyons donc, ça fait 3 jours qu'elle fait tous ses pipis dans sa pull-up. Qu'est-ce qui se passe? Puis je me suis rendu compte. J'ai fait la corrélation. Mon chum puis moi, on a fait une offre sur une maison. On était dans les paperasses de financement. On courait. On était hautement alarmés, nous. Puis ma cocotte est hautement sensible. Donc, elle la sent en titi, notre tempête intérieure. Fait qu'elle la sentait... Les 2 personnes de qui elle dépend pour assurer sa sécurité, donc assurer sa survie, ces 2 personnes-là étaient hautement alarmées. Donc, elle, inconsciemment... elle dit « Whoopalai, ça veut dire qu'il y a une menace. » Donc là, toute l'énergie de son petit corps était mobilisée pour assurer sa sécurité. Il restait plus d'énergie pour développer des habiletés. Exact. Fait que c'est ça qui se passait. Puis quand on s'est... mon chum puis moi, quand on s'en est rendu compte, on a dit « OK, bon, on va prendre le temps de se réguler. On va prendre le temps, justement, là, de calmer notre propre alarme, de mettre des mots sur ce qui se passe pour que ma cocotte, elle comprenne que c'est ça qui est en train de se passer, qu'il n'y avait pas une réelle menace, que c'est juste parce que, là, papa puis maman, là, on est stressés. On est peut-être un petit peu moins patient, on est peut-être un petit peu moins connecté avec toi, mais c'est pas parce qu'il y a une réelle menace, c'est juste parce qu'on a plein de papiers à trouver, puis c'est stressant. Fait que là, à partir du moment où elle a compris ça, que nous, on a pris connaissance, puis qu'on a davantage connecté avec notre cocotte, ça s'est réglé. C'est fou, c'est hein? Incroyable. C'est fou. Puis ça... c'est instinctif, tout ça. Là, elle s'est pas dit, oh mon Dieu, ils ont l'air stressés, ils m'ont attiré l'attention en faisant pipi. Et ce n'était pas un problème de comportement. Non, c'est ça. Ce qui se passait là. J'avais pas besoin de sortir un système de récompense pour essayer de la motiver à retourner à la toilette. Non, j'avais juste besoin de lui donner les conditions favorables pour qu'elle retrouve son sentiment de sécurité qui va lui permettre d'accéder à ses ressources pour développer ses habiletés. Naturellement. Ce qui fait qu'elle a tout à l'intérieur d'elle. Voilà. Fait qu'il y a encore une grosse différence là, justement, entre le système plus comportemental ou développemental. C'est
justement que dans le comportemental, on risque de faire les choses pour autrui ou pour quelque chose d'extérieur à soi. Oui, Tandis que développemental, bien, si c'est les conditions qui m'ont permis à moi de faire émerger ça, bien, c'est vraiment parce que j'étais rendue là, j'étais prête. J'étais prête à le faire émerger, à le vivre puis à l'expérimenter. Ce qui fait que après ça, il y a bien plus de chances que ça dure dans le temps. Bien, absolument, absolument. Parce que l'habileté, elle est réellement acquise. Tu sais, moi, je pense qu'une grosse différence entre les deux approches, c'est que dans l'approche cognitive comportementale, on va apprendre des habiletés à l'enfant. Moi, en début de carrière, c'est ça que je faisais. Là. J'étais dans cette approche-là. C'est ce que j'avais appris à l'université. Fait que, tu sais, on l'a pas dit, mais on va le mettre au clair. Là. On n'est pas en train de dire que ceux qui travaillent comme ça, c'est des incompétents, puis qui font la mauvaise chose, puis qui vont ruiner leurs petits clients ou leurs enfants. C'est pas ça, là. On fait ce qu'on peut avec les connaissances qu'on a. Puis ce qui est beau avec l'être humain, bien, c'est justement notre capacité à évoluer, à acquérir des connaissances, à accueillir l'inconfort que ça nous amène à dire « Ah, chenouille, j'étais pas en lignée. En fait, je faisais pas ce que je veux faire pour mes petits clients puis pour mes enfants à moi. » Puis on s'ajuste à partir de là. Donc, fin de la parenthèse, là. Mais la grosse différence, c'est ça. C'est que moi, en début de carrière, j'enseignais des habiletés. J'enseignais les habiletés de gestion de la colère. J'enseignais à l'enfant comment s'autocontrôler. J'enseignais ces choses-là. Mais maintenant, je comprends que c'est pas ça qui est efficace. Ce que je veux, c'est de soutenir le développement. L'enfant va apprendre à s'autocontrôler. Il va développer plutôt. Il va pas apprendre, il va développer. Tu vois, il y a encore des réflexes, même dans le vocabulaire, là, qui sont encore des automatismes puis que j'essaie de changer. Mais voilà, il va développer ses habiletés d'autorégulation. Il va développer sa capacité à vivre ses émotions de manière adaptative. Moi, ma job, c'est pas de lui apprendre à faire ça, mais c'est plutôt justement de donner les conditions favorables pour que ça émerge naturellement. Fait que c'est ça, je trouve, qui est vraiment le gros clash là, entre les deux approches. Une, qu'on apprend des choses clairement, de manière explicite. Dans le fond, on remplit de l'outside in. C'est ça. Puis dans l'approche développementale, on soutient le développement pour que ça émerge de l'inside out. C'est de croire profondément que l'enfant, il a ce qu'il faut à l'intérieur de lui pour développer toutes ces habiletés-là. Oui, c'est ça. Que nous, on contrôle l'extérieur, on contrôle l'environnement. Voilà. Quand on fait souvent la comparaison de l'enfant avec la petite graine qu'il a tout à l'intérieur de lui pour devenir la fleur qu'il a à devenir. C'est ça, exact. Puis que nous, on va contrôler l'humidité de la terre, on y met de l'eau, il faut qu'on l'expose un peu plus à la lumière, il faut qu'on ramène le pot ici, il y en a trop de soleil. De jouer avec tout ce qu'il y a autour, mais à l'intérieur de lui. Puis aussi, il y a plusieurs sortes de petites fleurs. Hein? Ben c'est ça, exactement. Exactement. Si tu as une fleur de tulipe, tu n'en feras pas une rose. Non, c'est ça. Puis tu sais, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que ta fleur, là, si tu trouves qu'elle ne pousse pas au rythme que tu aurais envie qu'elle pousse, mais c'est pas en la menaçant de la mettre dans le garde-robe qu'elle va avoir envie de pousser plus. C'est pas non plus en y promettant plus d'engrais puis plus d'eau qu'elle va pousser plus vite. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment en intervenant sur les conditions. Puis, c'est donc de se rappeler que quand un enfant ne se comporte pas tel qu'attendu, c'est pas une question de bonne ou de mauvaise volonté. C'est pas qu'il veut pas en faire assez. Donc, on n'a pas besoin d'essayer de le motiver davantage. Tu sais, les systèmes de récompense, c'est ça. On pense qu'en les mettant dans le rouge, ils vont avoir là, tu sais, la prise de conscience. Hey, non, moi, je veux pas être dans le rouge, je veux être dans le vert. Fait que je vais me motiver. Demain, je vais les écouter, les consignes. C'est pas de même, ça marche. Ça, c'est de penser vraiment en cognitif comportemental. Mais on se rend compte que ça marche pas. On le voit, là. On le voit que ça ne fonctionne pas. Ça fait vivre des échecs autant à l'enfant qu'à celui qui a implanté le système. Moi, combien de fois, là, parce que j'en ai recommandé, là, over and over, là, des systèmes de renforcement comme ça. Puis je me souviens que, moi, puis plein d'autres professionnels, on avait même tendance à jeter le blâme sur le parent, de dire, mais es-tu sûr que tu l'as appliqué avec constance? Es-tu sûr que tu l'as... Tu sais, déjà que le parent a la charge mentale dans le tapis, puis là, en plus, il faut qu'elle s'occupe de mettre son petit collant, son enfant tout le temps, puis que si elle oublie ça, bien là, c'est de sa faute si on n'a pas atteint les objectifs. Hey, allô, la pression?
Effectivement. Fait que j'aimerais ça qu'on prenne conscience que ben, c'est pas le parent qui l'a mal utilisé, c'est juste le système qui fonctionne pas. Puis ça se peut-tu qu'à long terme, justement, quelqu'un qui est toujours habitué de faire les choses pour avoir un collant ou pour faire plaisir à, ben en grandissant, ça continue, ça. Ça exactement. Là. Fait qu'en tant qu'adulte, on le fait pour faire plaisir au boss ou on le fait parce qu'on va avoir des points de telle affaire plutôt que de réellement se questionner sur ce qu'on aime. Ou, puis ça fait des adultes, en fait, qui vont dépendre du renforcement externe pour avoir l'impression d'avoir de la valeur. Donc ça va faire des adultes, par exemple, qui, s'ils n'ont pas eu un email du boss pour lui dire « Bravo, je suis fière de ton travail, on est content de t'avoir dans l'équipe », qui n'auront pas l'impression d'avoir réussi quelque chose. Et moi, je me souviens, là, tu sais, d'avoir des amis qui n'avaient pas atteint leur objectif annuel dans leur entreprise, mais c'était parce qu'il y avait eu plein d'embûches, plein de défis à surmonter. Elles avaient, mettons, même coaché des gens pour les aider à comprendre comment régler plein de problèmes. Elles ont appris plein d'affaires à travers toutes ces embûches-là. Donc, si on s'intéressait au processus, on aurait dit « Wow, cette personne-là a vraiment progressé. Elle a appris beaucoup. Elle a démontré des compétences incroyables. » Mais comme on se fie juste aux résultats, on dit « Ah ben non, elle n'a pas atteint les objectifs. Pas de bonus, pas de bravo pour toi. » Ah ouais, c'est fâchant, là. Il y a vraiment un problème de société ici, là, avec notre manie à vouloir des résultats rapides, tout de suite, puis de focusser justement sur la performance. Puis c'est ça qui met un petit peu qui crée de la résistance quand on parle de l'approche développementale. Parce que dans l'approche développementale... C'est ça qui freine les gens. Parce qu'on veut que ça soit efficace, rapide, tout ça. Mais quand on suit le développement et qu'on veut que ça émerge, ça va pas vite. C'est ça, exactement. Puis, on le dit, trust the process. Fais conscience au processus, fais confiance à la nature. Ce qu'on dit dans l'approche développementale, c'est que le développement est un processus inévitable. Mm-hmm. Ça va arriver. OK? L'enfant va se développer. Mais... est-ce qu'il va se développer au rythme que toi, t'aurais voulu? Pas nécessairement. Mais c'est la même chose avec une plante. C'est pas parce que tu veux avoir de l'ombre là tout de suite, parce que là, tu viens de planter un arbre, là, tu voudrais donc bien avoir de l'ombre ou des fruits, que là, il va falloir que tu mettes de la pression pour qu'il pousse plus vite. C'est pas de même, ça marche. Ouais. Neufeld moi, j'aime tellement sa comparaison, justement, entre la chenille et le papillon. On le sait que la chenille et le papillon, c'est deux êtres qui vont être reliés. On sait que nos enfants vont devenir des adultes. On sait qu'ils sont reliés. On sait qu'il va y avoir cette transformation-là. Mais si actuellement, je demande à la petite chenille de voler, ça ne marchera pas. Ouais. Ça peut pas fonctionner. Ça va pas faire une chenille bien heureuse. Elle n'a pas le choix de vivre sa vie de chenille, de trouver le cocon réconfortant puis dans lequel elle va attendre puis se développer pendant un bout pour ensuite pouvoir faire sa vie de papillon. Si je voulais que la petite chenille passe de là à cette feuille-là, puis je dis, ben vas-y, vole! Bien évidemment que ça se passera pas. Fait que ma job, c'est de compenser, de pallier à cette immaturité-là. Elle n'est pas rendue là, la chenille. Donc, c'est à moi de l'élever vers là où je voudrais qu'elle aille. Tu sais, c'est ce que je dis tout le temps. Notre job de parents, c'est pas de pousser les enfants pour qu'ils atteignent, tu sais, pour qu'ils aillent là où on voudrait qu'ils soient. C'est de les prendre par la main là où ils sont, puis de les guider là où on voudrait qu'ils aillent. Puis tout ça en respectant leur rythme. C'est ça. En leur montrant qu'on va toujours être à leur côté. Exact. Peu importe les étapes. Exact. Oui, il y a une grosse dimension relationnelle dans l'approche développementale. On ne fait pas juste s'inspirer du développement de l'enfant. Bien, c'est parce que la relation, ça fait partie du développement. C'est la base. Exact. Pour que l'enfant se développe, il doit se sentir en sécurité. Mm-hmm. Comme je disais tantôt, s'il ne se sent pas en sécurité, toute l'énergie de son petit corps va être mobilisée à assurer sa survie. Donc, pour que l'enfant se sente en sécurité et puisse émerger dans son développement, ben il faut que la relation soit là, il faut que la relation soit solide, il faut qu'il puisse dépendre d'un adulte sécurisant qui va faire office de bouclier protecteur pour lui permettre de pouvoir juste se concentrer à jouer. Puis, je dis à jouer parce que c'est comme ça que ça se développe un enfant, là, mais c'est ça, pour qu'il ait juste à se concentrer, à se développer. C'est juste ça, sa job. Ouais. Faut comme se parler aussi en tant qu'adulte, puis se ramener à ça. Ouais. C'est un essentiel, c'est tellement important. Puis
je lisais, on jasait de ça, la manière dont on perçoit l'enfance ne dit en fait finalement pas grand-chose sur l'enfance en soi, mais bien plus sur l'adulte qu'on est. Tellement, mais oui. Puis sur la culture dans laquelle nous, on évolue, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment la lunette avec laquelle on regarde nos enfants qui change complètement ce qu'on va faire comme intervention, puis les gestes qu'on va choisir d'avoir auprès d'eux. Oui. Fait que justement, ce qu'on essaie de faire, c'est de tenter de transformer un peu cette lunette-là pour qu'on puisse mieux regarder nos enfants. Ouais. Puis moi, j'y vois vraiment beaucoup de respect dans ça aussi, de respecter l'enfance telle qu'elle est. Ouais. Tu sais, puis je trouve que ça va ensemble. Les respecter plus, ça se fait mieux quand on comprend le développement. Ben, c'est ça, exactement. T'sais. Exactement. Puis moi, c'est ce que je dis toujours à mes clients. Je leur dis, c'est pas son comportement comme tel qui te fait pogner les nerfs. C'est ton interprétation du comportement. Fait que même ton enfant qui rouspète, puis qui roule les yeux, puis tu sais, qui a une attitude super désagréable, c'est même pas ça qui te fait pogner les nerfs. C'est ton discours interne par rapport à ça. C'est quand tu tombes dans « Hey, il me niaise, il fait exprès, manipule, hey, ça fait 3 fois que je dis d'aller s'habiller, puis il l'a pas fait. » C'est sûr que là, c'est de la, tu sais, manque de volonté. Fait que c'est sûr que si je me dis ça, bien évidemment que je me crains pour pogner les nerfs. Mais si je me dis « Whoopalaï! » Ça fait 3 fois que je lui demande d'aller s'habiller, puis il le fait pas. Ben, il y a clairement qu'il a besoin d'aide. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que ça marche pas, là. Oui, tout à fait. Fait que justement, on va se ramener dans le... Il y a tellement de ces comportements-là qui sont dans la nature de l'enfance. Exact. C'est ça. C'est normal. Tout simplement, sont juste normal. Puis c'est bon de se le rappeler parce que justement, on a tendance, là, on se regarde en tant que parent, on regarde ce que les autres font, on se sent jugé parfois aussi, tu sais. Fait que d'avoir la profonde conviction que c'est normal, que ces comportements-là sont dans la nature de l'enfance, puis que ça va passer, misons sur notre relation, bien, c'est apaisant pour nous aussi, tu sais. Et c'est ça, c'est que encore une fois, comme on est tellement focusé sur les résultats immédiats, bien, il y a beaucoup de parents qui vont tomber dans le piège de mesurer leur qualité de parent en fonction des résultats obtenus chez l'enfant. Donc, si mon enfant est capable de dire merci, s'il vous plaît, s'il est capable de démontrer sa gratitude, s'il est capable d'être de s'auto-réguler, s'il est capable de pas déranger au restaurant, ben ça veut dire que je suis un bon parent. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est normal qu'un enfant soit loud, qu'il dérange, qu'il pleure, qu'il ait des émotions puis qu'il soit pas capable de les gérer. C'est normal qu'il pense pas nécessairement à dire s'il vous plaît parce que là, son cerveau focus sur le morceau de gâteau qu'il vient de recevoir, puis c'est ça qu'il est en train de traiter à ce moment-là. C'est normal. C'est pas qu'il est ingrat, c'est pas que tu fais une job de chenoute comme parent, c'est juste que t'as un enfant, c'est tout. Puis, dans le fond, la réelle mesure de notre compétence parentale, c'est donc pas les résultats immédiats, c'est pas les comportements de notre enfant qui va déterminer la qualité de nos capacités parentales, de nos compétences parentales, c'est plutôt la manière dont on va accompagner l'enfant à travers ses défis. Les compétences parentales devraient être jugées selon les compétences les comportements du parent, pas ceux de l'enfant. C'est ça, exact. C'est sur comment toi, tu accompagnes ton enfant quand il vit des difficultés. Comment tu l'accompagnes quand il est submergé par une émotion qu'il est visiblement pas capable de gérer par lui-même. Comment tu l'accompagnes quand, justement, son petit cerveau il est en train de traiter la boîte de Kleenex alors que toi, tu lui as demandé d'aller s'habiller? Comment tu vas l'accompagner, justement, pour qu'il soit capable là, de répondre à ta consigne? C'est ça qui devrait déterminer nos capacités, nos compétences parentales, bien plus que le comportement de nos enfants, parce qu'on n'a pas le contrôle sur la vitesse à laquelle son petit cerveau va maturer. On n'a pas le contrôle là-dessus. Fait qu'on y va. On y va en quelques faits, quelques petites listes, là, pour se dire, ça, c'est normal, c'est pas normal. Okay, c'est des affaires qui nous angoissent en tant que parents, là. Un enfant qui va avoir des comportements agressifs, qui fait des crises, qui va taper, qui va crier, des grosses crises de colère là, avec de l'agressivité. Ça, là, c'est-tu juste quand on a un problème avec notre enfant ou ça arrive avec les enfants? Je serais dans la chenoute parce que la mienne en a fait. C'est ça. Ben non, c'est tout à fait normal. La colère,
La colère, c'est une émotion qui est non seulement normale, mais qui est souhaitable. Si c'était pas de la colère, les femmes n'auraient pas le droit de vote. Les homosexuels seraient encore dans le DSM. Ben, c'était dans le DSM 3 dans ce temps-là. Là. On est rendu au DSM 5, puis heureusement, ils ne sont plus dedans. Il y aura encore de la ségrégation noir-blanc. Toutes les... En fait, la colère, c'est une énergie mobilisatrice pour défendre nos droits, notre intégrité puis notre sécurité. Est nécessaire. En fait, même, là, je suis encore assez très court terme dans l'histoire, mais si on recule, ben si notre espèce a survécu au fil des années, c'est parce qu'on s'est défendu. Quand il y avait une tribu barbare qui attaquait notre village, c'est parce qu'on protégeait nos ressources quand il y avait quelqu'un qui venait piger dans notre petit potager puis qui venait nous voler des chèvres. C'est la colère qui fait qu'on se défend. Puis on revient là que tout ça, c'est instinctif. Absolument. Parce que c'est ça qui est déclenché dans le système de nos enfants quand on a coupé la toast en triangle plutôt qu'en carré ou des enfants de même, puis que c'est la colère qui remonte. C'est son instinct de réagir comme c'est pas ça je voulais. C'est pas ça je voulais. En fait, là, les crises de nos enfants, c'est souvent une manière très primitive et immature de s'affirmer, de communiquer un besoin. Primitive et immature parce qu'ils ont un cerveau primitif et immature. Donc, c'est pas parce qu'ils sont pas bons, parce qu'on leur a pas bien enseigné. C'est vraiment juste parce que sont rendus là dans leur développement, tout simplement. Puis on veut qui s'affirme. Moi, je veux que ma fille elle puisse la demander sa 3e semaine de vacances, puis qu'elle soit capable de dire à son conjoint ou sa conjointe « Non, tu me parleras pas comme ça, j'accepterai pas ça. Ouais. » Mais je peux pas m'attendre à ce que ma fille développe sa capacité d'affirmation si j'y dis « OK, ouais, développe ta capacité d'affirmation, mais attends à 18 ans pour le faire. Ouais, jusqu'à 18 ans, tu dis tout le temps oui à tout ce que je te dis, tu rouspètes pas, je veux rien entendre, puis je veux pas le savoir si ça fait pas ton affaire. Ouais. C'est impossible. Il y a quelque chose d'incohérent des fois dans nos attentes. On veut qu'ils soient des gens qui soient capables de s'affirmer, qui peuvent justement défendre leurs droits, mais pour l'instant, assis-toi, tais-toi, puis je veux pas avoir ton avis. Ça peut pas fonctionner, c'est ça. Donc, des fois, de penser à long terme sur ce que c'est cette vivacité-là, impulsivité-là, en ce moment, va pouvoir éventuellement leur servir. C'est sûr que la tempérance va embarquer plus tard, mais comme tu le nommes, c'est vraiment l'immaturité du cerveau qui explique ça. Puis la maturité du cerveau, ça va jusqu'à comme 7 ans même. Tu sais, c'est le préfrontal, là, en fait, qui n'est pas développé chez nos cocos. Puis ça peut aller... C'est long. C'est long. Puis tu dis 7 ans. C'est comme une moyenne. Là, on le sait que même chez nos enfants qui sont hautement sensibles, on parle plus de 8-9 ans. Puis chez les enfants qui vivent dans des conditions plus difficiles, qui ont eu des traumas, qui n'ont pas les conditions favorables pour développer justement ces habiletés-là d'autorégulation, ben ça peut aller à bien plus tard. Fait que si, mettons, une enseignante a dans sa classe un enfant de 11 ans, qui pète encore des solides coches, puis qui pitch des chaises, c'est pas un problème de comportement. C'est un problème de régulation. C'est un problème de sécurité affective, probablement. Puis pour régler ça, ben la clé est dans la relation. C'est pété, hein? Mais encore là, je reviens c'est quand même l'objectif de notre épisode. L'approche comportementale va vouloir changer ce comportement-là, lui apprendre à se réguler, à exprimer sa colère de la bonne façon. Fait qu'ils vont dire, sauf sur la petite plume, puis viens dans le coin calme, déchire des bouts de papier. Ils vont essayer d'y apprendre quelque chose de l'outside in. Tandis que nous, dans l'approche développementale, on va plutôt se dire, OK, mais cet enfant-là, là, dans quel état est son cerveau présentement? Il y a un cerveau dérégulé, fait que mon objectif, c'est pas de lui enseigner des habiletés. Mon objectif, c'est de réguler son petit cerveau. Puis comment qu'on fait ça? Ben, c'est justement en lui donnant un safe space pour se déposer, pour vivre tout ce qu'il y a à vivre en toute sécurité. C'est pas facile à faire ça quand t'en as 27. Là. Je comprends là, que c'est très beau sur papier, mais que les enseignants sont comme, mais OK, je veux bien, mais comment tu veux que je fasse ça? Moi, j'ai une classe à régler. Là. Fait que, pour vrai, je sais là, qu'il y a vraiment un gros clash entre ce que la science connaît puis ce qu'on est encore capable de faire sur le terrain parce que, encore une fois, c'est pas une question de bonne ou de mauvaise volonté de l'enseignant.
Ben non, mais c'est l'environnement. C'est l'environnement. c'est tout ça. le temps ça. C'est Clairement que tous les enseignants, ils veulent pouvoir connecter avec leurs élèves puis leur donner ça, leur donner le safe space qu'ils ont besoin. Puis mais l'environnement dans lequel les enseignants évoluent actuellement puis, ne leur permet pas de faire ça. Je lisais un article là, récemment d'un médecin de Harvard. Puis il expliquait, en fait, l'importance de pas seulement stimuler le cerveau des enfants, mais de d'abord le protéger d'un excès de stress. Puis le constat qu'il faisait, justement, c'était que tous les programmes les programmes qui visent les enfants plus défavorisés, ceux qui ont des retards développementaux, ça vise à les stimuler. Mais ce qu'on se rend compte, dans le fond, c'est que souvent, là, les retards de développement, quand on le regarde d'une perspective développementale, les retards de développement, c'est pas parce que l'enfant n'a pas suffisamment été stimulé. Parce qu'on se rappelle que le développement se fait naturellement sans intervention extérieure. Hein? L'enfant n'a pas besoin d'avoir plein de jouets. Puis, théoriquement, là, l'enfant qui habite dans un 1,5 avec juste des Tupperware, là, théoriquement, selon l'approche développementale, il serait supposé pouvoir se développer aussi au même rythme que quelqu'un qui habite dans une grosse maison avec l'équivalent d'un Toys R Us dans sa chambre. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, les enfants de milieux défavorisés, ils vivent dans des contextes qui sont insécurisants. Sécurité physique est souvent compromise, puis sécurité affective aussi. Ce qui fait que ces enfants-là, comme je disais tantôt, toutes leurs petites ressources vont être mobilisées pour assurer leur sécurité et il ne reste plus de ressources pour se développer. Donc, l'objectif de nos programmes gouvernementaux, puis tout ça, nos programmes de prévention, pour cette clientèle-là, ça ne devrait pas être de les stimuler davantage, ça devrait être plutôt d'intervenir pour prévenir la surcharge, la suralarme, puis de leur donner la sécurité physique et affective qu'ils ont besoin. Puis si on leur donne ça, on n'aura pas besoin de les stimuler. Ça va se faire naturellement. Puis un autre constat qu'il faisait, ce chercheur-là, dans son article, je pourrais t'envoyer le lien pour qu'on puisse le mettre là, avec l'épisode, c'est que justement, parce que les éducatrices puis les enseignantes, là, je le dis au féminin, puis je m'assume. Là. Ils ont le droit de l'avoir, la majorité. Là, aussi. Clairement. Donc, je vais parler au nom des femmes, mais bon, on salue les 75 enseignants gars là, à travers la province. Mais c'est les éducatrices, les enseignantes, on les use à la corde. Là. On leur en demande bien trop. Leur système nerveux sont constamment sollicités, sont probablement tout en surcharge sensorielle, affective. Hey, écoute, c'est demandant d'avoir la sécurité d'autant d'enfants. Puis de se retrouver toujours en état d'hypervigilance comme ça. Puis on leur demande des tâches connexes qui sont pas rémunérées. Tu sais, on connaît, là. Ils ont une réalité qui est vraiment pas facile. Donc, on a des adultes qui sont en charge d'enfants très vulnérables, hautement alarmés, mais c'est des adultes qui sont aussi en surcharge, donc qui sont aussi alarmés. Fait qu'on a des adultes dérégulés. Malgré eux, là, je reviens toujours là-dessus, c'est pas de leur faute. On les met dans des contextes qui les poussent à se retrouver en état de dérégulation. Puis, si on est dérégulé, on ne peut pas co-réguler. On peut pas. Puis, si je suis dérégulée, moi-même, toute mon énergie va être mobilisée à assurer ma propre régulation. Fait que je vais avoir de la misère à connecter avec mon élève ou mon petit pou dans mon groupe de garderie. Je vais avoir de la misère à voir au-delà de son comportement. Je vais avoir de la misère à changer mes lunettes puis à pas percevoir ça comme des attaques envers moi ou comme une source d'irritation supplémentaire ou une source de surcharge supplémentaire. Fait que c'est ça le constat de cet auteur-là. En fait, je résume les deux affaires. Là. Il constate que
à cause de nos systèmes mal faits en éducation, autant aux États-Unis qu'au Canada, ben on a des adultes hautement dérégulés qui ont du mal à réguler les enfants qui sont hautement vulnérables. Donc, qui ont du mal à accueillir les enfants dans ce qu'ils sont, qui ont de la misère à leur donner les conditions favorables pour être capables de se déposer, puis de justement diminuer leur alarme pour leur permettre d'apprendre, de fonctionner adéquatement, de suivre les consignes. L'enfant qui arrive, là, c'est ça, il arrive dans la classe, il n'y a pas besoin qu'on y enseigne comment s'asseoir, il n'y a pas besoin qu'on y enseigne comment apprendre, il n'y a pas besoin qu'on y enseigne comment gérer sa colère, il y a besoin d'abord et avant tout qu'on mette son cerveau disponible à tout ça. Tu sais. Ah oui. Fait que c'est ça, de d'abord protéger le cerveau des tout-petits d'un excès de stress avant de penser à le remplir. Ah oui. C'est ça. Tu sais, dans le fond, tantôt, on commençait une liste de choses qui nous font peur en tant que parents. Oui, ou qui nous font réagir. On s'est égaré. Oui, je m'excuse. C'était sûr que ça allait arriver. Non, mais c'est parce qu'on en revient à ça aussi. Ouais. Si nous, on est déclenchés en tant que parents dans ces situations-là, on n'arrivera pas à les voir avec une bonne lunette. Tu sais. Fait que de savoir que c'est développemental puis que c'est normal, ben, ça nous aide à nous aussi rester calmes puis à rester réguliers pour pouvoir intervenir adéquatement. Ce que je dis souvent là, à mes clients, c'est que être parent, on pensait qu'être parent, c'était de gérer les émotions d'un autre puis de façonner justement des comportements, mais finalement, non. C'est bien plus de gérer nos propres réactions, nos propres émotions. Puis t'auras jamais été déclenché comme t'es déclenché avec ton enfant. Ça. C'est fou, hein? Puis il faut le voir justement comme étant l'occasion par excellence, l'occasion d'une vie d'évoluer comme humain. Ah oui. Aider un enfant à grandir, c'est grandir soi-même. Exactement. Exactement. Puis, c'est qui avait dit ça? Franchement, je le retrouve encore. La citation, peut-être, c'est sûr que tu la connais, mais elle avait dit il n'y a rien qui teste plus la maturité d'un adulte que l'immaturité d'un enfant. Ah ouais. Ça te punch, mais c'est ça. C'est exactement ça. Ça parle de nous, nos réactions. Quand on trouve ça difficile, comment notre enfant se comporte, ça parle de nous. Nous autres. Ouais. Absolument. Oh. Hey, on avait commencé avec agressivité, colère. On revient à nos moutons. Oui, mais tu sais, tout ça vient nourrir. Tout est dans tout. Ouais, c'est ça. On voit souvent aussi les transitions, tu sais, quitter le parc, s'habiller le matin, toutes les transitions difficiles. Là. Quand tous les parents trouvent ça rochant de vivre les transitions, est-ce que c'est leur enfant qui est difficile ou tous les enfants, c'est difficile, non, les c'est transitions? Ça ici, là, quand on parle des transitions, il y a bien souvent une habileté non acquise ou une émotion trop intense. Tu sais, c'est plate. Arrêter de faire quelque chose qu'on aime. Fait que c'est normal que ça génère une frustration, une émotion qui est désagréable. Puis ben nos petits ont de la misère à bien les vivre, ces émotions-là. Ils se retrouvent submergés. Donc, c'est normal qu'on ait une crise de bacon au parc au moment de partir. Mais il y a aussi une habileté qui est en cours, qui est en cause. Tu sais, nos enfants vont toujours préférer l'affaire concrète à l'affaire abstraite. C'est comme ça que leur cerveau fonctionne. Donc, c'est sûr que si je dis « Hey, viens-t'en, mon amour, on s'en va à la piscine. » Puis qu'on le sait qu'il capote, là, lui, sur la piscine, puis rendu là, il voudra même plus sortir de la piscine. Mais là, lui, jouer avec ses bonhommes, c'est concret, c'est tangible. Son cerveau traite ça. Ouais. Il n'est pas capable de se projeter. Son cerveau, là, l'abstrait, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile pour lui. Puis, ben, c'est ça. Son cerveau, il traite une information à la fois. S'il traite ses petits dinosaures en plastique, c'est ça qu'il traite. Il ne traite pas la piscine. Donc, c'est normal que ce soit difficile. Donc, nous, notre job, quand on parle de palier pour l'immaturité, ben, c'est justement d'aider l'enfant à rendre la consigne, la transition plus concrète. Donc, ça pourrait être de justement lui arriver avec ses flotteurs. On y met dans les mains. Là, il l'a dans les mains. C'est ça qui devient concret. C'est ça qui devient tangible. Ah oui, mes flotteurs ou mon costume de bain. Tu sais, quelque chose qui va rendre ça pour aider son petit cerveau à traiter ce que j'ai besoin qu'il traite. Même affaire quand c'est, mettons, le temps d'aller prendre le bain. Ben, viens-t'en, là. Choisis regarde, j'ai deux bains moussants sans lait. On va aller les mettre. On va aller faire une potion. Ou viens, ton bonhomme, on va le suivre. Il va nous emmener jusqu'à la salle de bain. Ben là, l'enfant traite le bonhomme qui se rend jusqu'à la salle de bain. Donc,
c'est d'aider le petit cerveau de l'enfant à focusser sur l'affaire qu'on a besoin qu'il focus. Oui, oui. Puis l'exemple avec le bonhomme embarqué dans le jeu. Ben oui, c'est ça. Ça fonctionne avec le jeu. Puis tu le nommais tellement bien, la créativité dépasse... Surpasse l'autorité. L'autorité, tu vois. Tu disais bien, tu le dis mieux que moi. Puis c'est ça, tu sais. Puis des fois, on se dit, ah, mais moi, je suis tellement pas en mode jeu. Mais faire l'effort là, d'embarquer dans cette phase-là, là, ça va peut-être nous prendre 2 minutes, mais c'est un 2 minutes tellement bien investi comparativement à la lutte de 15-20 qu'on va devoir faire sinon. Puis encore là, tu sais, je parle de compenser pour l'immaturité de nos enfants, mais nous, là, nous aussi, des fois, il faut qu'on compense pour nos cerveaux fatigués qui se dérégulent, puis tout ça, tu sais. Moi, je trouve là, qu'il y a une bonne stratégie à avoir pour nous donner les conditions favorables pour réussir à être dans la créativité. Parce que moi aussi, là, j'ai mes triggers. Tu sais, mettons, là, c'est le temps de partir. Puis là, je sais qu'on va être en retard si on part pas tout de suite. Moi, personnellement, de savoir qu'on va être en retard, ça me dérégule big time, OK? Puis là, je risque de tomber dans le « Hey, non, go, on s'en va! » Puis si c'est de même, puis c'est de même. Mais si je fais ça, c'est sûr que là, je m'enligne pour une escalade qui en finit plus, de confrontation. Puis je m'éloigne de mon objectif. Sauf que... Mais je peux pas changer le fait que moi, ça, c'en est un trigger. Là. Pour moi, en ce moment, j'ai de la misère à faire ça. Donc, quand ça va bien, pensons-y à comment je pourrais faire, là. Je sais que des fois, ça arrive à ma fille de pas vouloir partir de la maison, mais comment que je peux faire pour essayer de switcher au jeu? Qu'est-ce qu'elle aime, ma cocotte? Qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner puis que moi, je suis à l'aise de faire? Puis ça, ben moi, personnellement, je me le suis écrit. Okay. J'ai mis mes petites idées, mes comptines, faire semblant qu'on est des pompiers, puis que là, on s'en va éteindre un feu, nanana. Bon, je l'ai collé à côté de mon garde-robe d'entrée. Fait que quand je suis dérégulée, là, ça me saute d'en face. J'ai juste à piger. J'ai pas besoin de demander à mon cerveau de faire un effort surhumain à ce moment-là. J'ai juste besoin de piger une affaire qui est là-dedans. Puis juste de le voir, ça me regarde, ça me rappelle. Ah non, c'est vrai. Ça sert à rien de pogner les nerfs, ça va être juste pire. Ouais, tu sais, change d'approche, puis tout va bien aller. Fait que je pige une idée là-dedans, je le fais, merci, bonsoir, c'est réglé. Tu sais. Fait qu'il faut s'aider aussi comme parent. Il faut se donner le droit à trouver ça tough. Oui, puis ça revient à ce que tu disais tantôt, là, c'est d'apprendre à se connaître. Nous, encore là, c'est pas un truc qui fit avec tout le monde. C'est toi, qu'est-ce qui te déclenche en tant que personne. Exactement. Puis là, on s'ajuste par rapport à ça. C'est ça. Fait que transition, colère, ça va, c'est normal. Manquer de patience, des petits qui veulent tout de suite, maintenant. Ben, ça aussi, c'est tellement normal. C'est encore une question de cortex préfrontal super immature, d'être capable de tolérer un délai. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile pour eux parce qu'ils sont très impulsifs. Puis on reste dans le flou aussi, justement. Exactement, c'est ça. Non, c'est très normal. Avoir besoin de beaucoup de proximité, demande d'attention. Ben là, oui, ça, là, parlons-en, là, tu sais, parce que souvent, justement, dans l'approche comportementale, la lunette qu'on va avoir par rapport à la recherche d'attention, ça va être de dire, ben on va pas donner, on va pas renforcer ce comportement-là, donc on va l'ignorer. On n'ignorera pas, mais on va donner du renforcement là, quand ça va être un comportement positif, quand il cherche l'attention de manière positive, mettons. Mais c'est passé à côté du besoin qui est caché derrière la recherche d'attention. Si l'enfant est en recherche d'attention, c'est parce que là, il a besoin de toi. Il a besoin de proximité. C'est parce qu'il y a une insécurité qui vient d'apparaître. Tu sais, nos enfants, je l'ai dit tantôt, ils dépendent de nous pour leur survie. Là. Il n'y en a pas un qui survivrait tout seul si on les mettait en camping sauvage pour une fin de semaine. Ils ne peuvent pas survivre tout seuls. Ils ont besoin de nous pour leur survie. Puis c'est inconscient tout ça, mais quand je donne de l'attention à mon enfant, je lui montre que je suis disponible à m'occuper de lui. Et si je suis disponible à m'occuper de lui, je le sécurise, j'assure sa sécurité, donc j'assure sa survie. C'est un mécanisme de survie de l'espèce ici. Là. Fait que c'est pas un mauvais comportement, c'est pas un problème de comportement quand l'enfant fait ça. C'est juste un mécanisme de survie de l'espèce. C'est que là, il se sent insécure parce que je suis en train de donner de l'attention à mes carottes. Si je suis en train de donner de l'attention à mes carottes puis que je dis à mon enfant, là, dérange-moi pas, va jouer tout seul, faut que je fasse le souper. Faut que je me concentre sur ma recette. Mais lui, ce qu'il entend,
c'est là, je suis disponible pour la recette et je ne suis pas disponible pour toi. Arrange-toi, bonne chance dans la nature. C'est inconscient, encore une fois, mais là, c'est le système d'alarme de l'enfant qui s'active. Il va dire, wapalai, m'aider. La personne qui est supposée assurer ma sécurité est plus disponible pour assurer ma sécurité. Je suis laissée à moi-même. Ah, je sais pas quoi faire. Je vais attirer son attention. C'est ça qui se passe. Fait que si moi, là, je garde mes lunettes comportementales, je dis non, je vais ignorer ça. Hey, là, que tu t'embarques dans un cercle vicieux de recherche. C'est qu'on vient de l'accentuer. Oui, en fait, le problème, on fait l'inverse. Tu confirmes que t'es pas disponible. Fait que c'est ça. Ben, peux-tu permettre une petite intervention privilégiée? On a-tu le temps? Oui. Dans ce temps-là, là, quand on a besoin de se concentrer sur quelque chose puis qu'effectivement, on préférait que notre enfant aille jouer tout seul, c'est pas en allumant son système d'alarme, en lui disant que là, il faut que... Tu sais, c'est pas par une intervention marquée par la séparation, par la déconnexion, que je vais lui donner les conditions favorables pour qu'il émerge dans sa créativité, dans son imaginaire, puis qu'il soit disponible pour jouer. Mm-hmm. Si je veux qu'il soit capable d'émerger dans sa créativité, qu'il soit capable de partir dans son jeu tout seul, il doit d'abord se sentir en sécurité. Puis pour ça, je dois faire une intervention marquée par la connexion. Je vous donne un exemple. Moi, le lundi, je suis en congé avec ma cocotte. Je ne l'envoie pas à la garderie, je la garde avec moi. Mais je dois faire l'épicerie, je dois faire ma salle de bain, je prépare ma bouffe pour la semaine. Non. J'ai des tâches à faire. Fait que je lui dis pas à Elisabeth, va jouer dans ta chambre, faut que je plie des vêtements. Si je fais ça, c'est sûr qu'elle va tout faire pour attirer mon attention. Puis je réussirai pas à faire mes tâches. Puis là, je vais me déréguler parce que là, je vais pogner les nerfs, ça se passe pas comme je veux. Puis ça va être juste pire. Ouais. Donc, ce que je fais, c'est plutôt une intervention marquée par l'invitation. Je t'invite à être avec moi. Je suis disponible pour toi. Hey, j'ai du linge à plier. Viens avec moi, ma cocotte. Viens-t'en. J'aime ça être avec toi. Puis ce qui va arriver quasiment tout le temps, c'est qu'elle va plier 2 des barbouillettes. Puis après ça, elle va s'en aller dans sa chambre de jouer toute seule. Mm-hmm. Même chose, il faut que j'aille faire la salle de bain. Viens avec moi, je vais te donner un push-push à toi aussi. Elle va avoir senti qu'elle a sa place, qu'elle a le droit d'être là, qu'elle a le droit d'être proche de toi, que je suis disponible que tu es accessible, que tout ça. Ouais. Fait que là, elle vient se confirmer que tout ça est beau. Voilà. Fait qu'après ça, elle peut aller faire ses affaires. C'est ça, exactement. Puis c'est la même chose, mettons, même si je dois couper du poulet cru, parce que souvent, les parents vont dire, ouais, mais je peux pas l'impliquer là, dans la préparation du repas. Là, je fais des affaires qui sont pleines de bactéries. Je comprends. Ça t'empêche pas de l'installer à côté de toi à Lilo avec un bol avec de la mousse de savon à vaisselle, puis de donner des plats Tupperware puis des cuillères en bois. Vous allez être connectés, vous allez être à côté. Puis juste le fait de dire, hey, mon amour, viens t'installer à Lilo avec ta pâte à modeler ou avec tes bonhommes. J'ai le goût d'être avec toi. Là, moi, faut que je fasse mon souper, mais j'ai le goût d'être avec toi. On s'est presque pas vu aujourd'hui. Viens-t'en. Le nombre de fois que mon fils a fait des mélanges d'épices. Là. Ah, c'est ça. Hein? Maman met ça aussi la semaine passée. 3 gâteaux d'épices, là. Ouais. Assaisonne-nous ça, là. Mais tu fais juste un mélange. Lui, ça sent toutes sortes d'affaires. Ouais. C'est super moi, elle mettait les plures de cocon. Puis, tu sais, toutes les retailles, elle mettait ça dans sa recette. Mais oui, puis pour vrai, là, tu sais, souvent quand je vais dire ça à ma fille, viens t'installer, viens avec moi faire le souper. Ah, j'ai le goût d'être avec toi. Non, maman. Elle s'en va jouer dans le salon, puis elle fait ses affaires. Parfait. Objectif atteint. C'est win-win, là. Elle est sécure au plan affectif. Donc, là, comme elle n'a pas besoin d'assurer sa sécurité au niveau physique puis affectif, bien, elle peut accéder aux ressources qui sont à l'intérieur d'elle, qui vont lui permettre de jouer puis d'émerger dans son développement, dans sa créativité, dans son imaginaire puis tout ça. Puis il faut pas les comparer, c'est ça, tu sais. Tout le même ça, c'est des besoins, ils les ont tous, mais ils les ont pas tous au même niveau non plus. Non, c'est ça. Ça se peut que ta cocotte, toi, vite, elle fasse « Ah, bon, c'est correct, je l'ai vu couper ses carottes puis qu'elle s'en aille. Ouais. » Le mien, il va avoir 5 ans puis il fait encore des mélanges d'épices à côté, sauf qu'à ce temps, il est capable de se faire une soupe, là, mais parce qu'il a appris, mais il est encore avec moi puis il est encore à côté puis il a besoin de ça, tu sais. Ouais. Puis ça dépend des enfants, tout simplement. Ben, des enfants, puis aussi du contexte environnemental. J'ai donné un webinaire un soir de semaine. Ben là, je sais que j'en ai pour plusieurs jours
à devoir être collé sur ma cocotte, là, à faire du cododo, coller, puis... Fallait nourrir ça après. C'est ça. Lui, la rassurer que je suis disponible pour t'occuper. Je ne l'ai pas été pendant une soirée, ça t'a chamboulé dans ta routine, dans tes repères. T'as eu peur que je revienne pas, whatever. Mais là, je te confirme, je suis disponible. Je suis là. Puis check-moi bien. Check-moi bien le faire avec amour, puis avec toute la chaleur que j'ai à l'intérieur de moi, là. Voilà. Fait que si on revient dans nos affaires qui fait peur, mais non, mais sommeil... Hein? Un enfant qui veut pas dormir tout seul. Ben oui, ça aussi, Colin. Encore une fois, tu sais, mécanisme de survie de l'espèce ici. OK? Nos enfants, ils ont le même cerveau que le tipou préhistorique, là. Dans le temps, si l'enfant dormait tout seul, ben il était très vulnérable. Là. Il passait pas au travers de la nuit, probablement. Il fallait qu'il soit collé sur son parent pour assurer sa sécurité, sa survie. Puis, ben ça, c'est encore très ancré dans le cerveau de nos enfants. Notre société a évolué, mais pas le cerveau de l'humain. On a encore le même cerveau, on a encore les mêmes réactions de stress que quand on était des chasseurs de mammouths. Fait que, pourquoi qu'on devrait s'attendre différemment par rapport à nos enfants? Fait que c'est récent dans l'histoire de l'humanité qu'on a les moyens d'avoir une chambre par individu dans la famille. Puis c'est super contre-instinctif. Il y a plein de places dans le monde où quand on leur parle de ça, plutôt quand on leur dit les bébés, ils dorment tout seuls dans une autre pièce, ils disent « Mais pauvre bébé, ils trouvent ça épouvantable. Les bébés ne dorment pas avec vous. Ils sont tout seuls. C'est des bébés. » Puis une fois que tu deviens mère, on dirait que tu... Ah oui, tabarouette, c'est vrai. Mais oui, parce que même pour nous autres... Ouais. À toutes les fois, moi, que je jase avec de mes amis autour, puis qu'on reparle de ces moments-là, ou qu'on parle de dodo, puis que là, ils s'essayent à le faire dormir dans une chambre à part, puis là, ils pleurent, puis ça marche pas. On dirait que tout notre instinct, tout nous crie d'aller le chercher, là. Tout nous crie de le garder à côté de nous. Fait que c'est encore là, tu sais. Oui, fait que si on regarde encore avec une lunette comportementale, puis qu'on se dit, ben se réveiller la nuit... et pleurer pour réclamer son parent, c'est un comportement qui nous dérange. On veut changer ce comportement-là. Bien, c'est là qu'on va appliquer des techniques d'extinction des pleurs, des méthodes qui vont viser à enrayer ce comportement-là pour le remplacer pour le comportement qu'on souhaite, donc faire une nuit au complet. Sauf que si on fait ça, c'est qu'on passe à côté. Dans l'approche développementale, bien, on ramène, encore une fois, c'est nécessaire d'un point de vue de survie de l'espèce de se réveiller plusieurs fois par nuit. Ils ont des micros-estomacs, les tout petits. Ils ont besoin de boire souvent pour grandir. Fait qu'il faut qu'ils se réveillent souvent pour pouvoir se nourrir. Puis même au-delà, mettons, des 6 premiers mois, là, quand finalement les besoins nutritifs la nuit, ils chutent, leur besoin de sécurité ne disparaît pas. Le besoin de sécurité, le besoin de proximité ne disparaît jamais. L'humain est un être de connexion, est un être social, de proximité. Puis, tu sais, l'exemple que je donne dans mon livre, c'est tu sais, quand on écoute un film d'horreur, puis qu'on voit que les personnages se séparent, on trouve qu'ils sont donc ben caves. Pourquoi qu'ils font ça? Tu sais, pour nous, ça a aucun sens que quand tu te sens pas en sécurité, tu te sépares. Ben non, voyons non, quand tu te sens pas en sécurité, le premier réflexe, c'est de rester ensemble. La proximité, c'est sécurisant même pour un cerveau adulte mature. Puis, là, on le voit dans les catastrophes naturelles. Quand il y a une catastrophe naturelle, le réflexe des gens, c'est pas d'aller chercher de l'eau puis de la bouffe. C'est de trouver leurs proches. C'est d'aller chercher la proximité. C'est ça, notre réflexe. C'est humain de chercher la proximité. Donc, c'est normal qu'un petit bébé vulnérable qui comprend pas ce qui se passe cherche cette proximité-là. Puis là, je dis petit bébé. C'est ça, j'allais dire. Mais là, mettons, mais quand je dis, c'est ça, ça ne disparaît pas, ce besoin de proximité-là. Puis moi, j'aimerais vraiment ça que les gens changent de cible. Au lieu de cibler l'endormissement autonome,
mais qui cible plutôt à atteindre la sécurité affective puis physique. Là. Souvent, la sécurité physique, c'est correct, c'est atteint. On vit dans une maison, on n'est pas en camping sauvage, puis c'est correct. Là, on a la sécurité physique, mais encore là, quand on change de lit, quand on déménage, ben là, la sécurité physique vient de prendre le bord parce que l'environnement qui était connu de l'enfant n'est plus connu. C'est du nouveau. Donc, l'enfant doit réapprivoiser pour se ressentir en sécurité physique dans ce nouvel environnement-là. Donc, si notre objectif, c'était la sécurité de l'enfant, autant physique qu'affectif, ben on ferait des interventions qui sont beaucoup plus alignées avec ce que l'enfant a réellement besoin. On ferait beaucoup plus d'interventions marquées par la connexion. On respecterait beaucoup plus le rythme de l'enfant parce que, tu sais, mettons, là, moi, combien de parents là, qui me consultent là, parce que, là, il y a une régression du sommeil, là, il a tout perdu, là, il était capable de s'endormir, il est plus capable de s'endormir. Mais si notre cible, c'était la sécurité plutôt que l'endormissement autonome, on n'en verrait pas de problème parce qu'on dirait, whoopalaï. Là, il y a quelque chose qui vient d'ébranler son sentiment de sécurité. Il a besoin plus de moi. Ah oui, tu sais, il y a une nouvelle éducatrice. Son éducatrice était malade. Puis là, il y a eu ça à la garderie ou peu importe la situation. Un rhume, c'est suffisant pour ébranler le sentiment de sécurité d'un enfant. Donc, si c'était ça notre cible, on serait pas mal plus zen avec le dodo. On serait pas mal plus zen avec le fait que nos enfants nous réclament. Puis, une affaire super importante, là, si vous voulez que vos enfants cessent de vous réclamer au beau milieu de la nuit, permettez-leur de le faire. Plus ils vont savoir qu'on est disponible pour eux 24 heures sur 24, plus ils vont se sentir en sécurité et moins ils vont avoir besoin de le tester, cette disponibilité-là. C'est d'aller au-delà de la demande. Voilà. En fait, les demandes de l'enfant vont toujours être aussi fortes que les besoins non répondus. Voilà. Fait que si le besoin est là, puis qu'il ne réussit pas à avoir sa demande, sa réponse à ce besoin-là, il va continuer de demander. C'est ça. Mais si ma cible, c'est l'endormissement autonome, puis je dis, hey, non, moi, j'embarquerai pas là-dedans, là, tu étais capable de t'endormir tout seul. Non, là, on va sortir les récompenses. Là, si tu réussis à rester dans ton lit ce soir, là, ben là, je vais te faire des gaufres demain matin. Ah, si tu réussis à faire ça, tu sais, si on y va comme ça, on passe à côté du réel problème. Donc, changeons de cible, s'il vous plaît. Parce que, tu sais, l'endormissement autonome, là, ça peut être Moses, cette affaire-là. Parce que moi, je sais pas si c'est un vrai terme, là, mais moi, je le dis, là. Mais j'appelle il y a quelque chose que j'appelle l'endormissement autonome défensif. Tu sais, ça, c'est comme quand... Ben l'enfant, il s'est comme résigné, là. Il l'aura pas. Il l'aura pas réponse à ses besoins. Ça, il sert plus. Tu sais, le petit bébé, là, justement, qu'on a fait l'extinction des pleurs, là, c'est pas qu'il n'y a plus de besoin, là. C'est juste qu'il réclame plus. Il le manifeste plus. Fait que ça, c'est pas un réellement... c'est pas une réussite. C'est pas une réelle autonomie. C'est une autonomie. Tu sais, c'est ça. C'est endormissement autonome comme défensif. Là. Il n'y a comme pas le choix. Là. On n'a pas réussi à le rendre autonome. Il a juste comme arrêté d'exprimer ses besoins. Exactement. C'est ça. Puis là, tu parles d'autonomie, justement. J'ai l'impression qu'il y a plein de parents aussi qui s'inquiètent de l'autonomie, de l'indépendance. Nos enfants sont pas assez indépendants, sont pas capables de s'organiser tout seuls. On est dans une société qui valorise tellement l'indépendance. Tu sais, sur les médias sociaux, là, le monde brague sur tout ce que leurs enfants sont capables de faire. Puis là, tu sais, on se sent donc bien fiers quand nos enfants sont capables de faire quelque chose, quand ils sont en avance sur leur temps, puis quand ils sont capables de faire les choses par eux-mêmes. Moi, j'en vois plein là, passer des vidéos là, sur les médias sociaux. Là, tu vois là, des petits poux là, de même pas 2 ans là, qui s'habillent tout seuls. Là, mon Dieu, hey, wow, sont bons, on va atteindre ça. Ou tu sais, des gens qui vont trouver là, ça extraordinaire qu'au Japon, les enfants sont capables là, de mettre leurs affaires toutes ordonnées. Il n'y a pas une graine de toast qui dépasse, nanana. Wow, ouais, eux, ils l'ont l'affaire là, parce qu'ils ont des enfants vraiment autonomes qui font tout par eux-mêmes. Mais ça a un prix, là. Ça a un prix quand on force l'autonomie puis l'indépendance. Puis tout ce que ça va impliquer comme pression, comme surcharge, comme alarme qu'on va allumer chez l'enfant en lui mettant cette pression-là de performance, ça va finir par popper un moment donné. Ça va popper soit en comportement, ou soit ça va popper plus tard en trouble de santé mentale, en difficulté justement de gérer ses émotions, ou en eczéma, tu sais, ça va en symptômes psychosomatiques.
tout ce qui n'est pas exprimé aujourd'hui va finir par popper à un moment ou à un autre. Puis ce ne sera pas nécessairement de la manière que tu veux que ça pop. Ouais, ouais. Fait que pour en revenir vraiment à autonomie, indépendance, c'est ça. Notre société valorise vraiment, vraiment ça, mais à tort, OK? Vraiment à tort, parce qu'on ne respecte pas l'ordre naturel des choses. Quand tu parlais justement de respecter l'enfance, bien, c'est de respecter aussi les étapes naturelles, de respecter leur rythme, de rendre ça sacré, que nos enfants, justement, ils devraient être en train de jouer plutôt que de mettre leurs affaires ordonnées puis tout ramasser les miettes de test. Il y a des affaires plus importantes dans la vie là, que ça. La période de l'enfance, c'est pas une période de transition ou une période de pratique pour la période adulte. C'est ça. C'est une période à part entière nécessaire. Ouais. Fait que ça, dans l'approche développementale, on en revient beaucoup à ça, au côté relationnel, à la posture de dépendance de l'enfant. L'enfant dépend de l'adulte. Puis c'est pas parce que c'est pas être pas bon, ça, de dépendre de l'adulte. Non, au contraire, c'est ce qu'il a besoin pour être capable de se développer. Parce que de pouvoir dépendre de quelqu'un, c'est de se sentir en sécurité, justement. Si tu n'as pas besoin, toi, d'assurer ta propre sécurité, qu'il y a quelqu'un qui s'en charge, si tu n'as pas besoin, toi, de répondre à tes propres besoins, qu'il y a quelqu'un qui s'en charge de répondre à tes besoins, mais c'est beau. Là, tu as accès à toutes tes ressources pour pouvoir te développer des habiletés, puis fonctionner adéquatement, avoir un cerveau qui est régulé, qui est disponible pour apprendre puis pour bien fonctionner. Absolument. Ouais. Je pense qu'on a fait agressivité, transition, manque de patience, demande. J'essaie de repenser à toutes nos affaires, mais je pense que ça fait un bon tour. Ouais. Toi, c'est quoi tu trouves le plus tough? En tant que maman, mettons? En tant que maman. Mais moi aussi, des fois, là, tu sais, tu vas trouver ça niaiseux, là. Mais il y a certains petits comportements, là. C'est pour ça que, tu sais, moi, je veux vraiment je suis vraiment pleine d'empathie envers les autres parents. C'est pas parce qu'on a ces connaissances-là que ça nous met à l'abri ben non, mais tu le des disais défis. Tantôt, qu'est-ce qui nous déclenche? Nous, on reste des personnes avec notre histoire à nous aussi. Puis... Moi, ce que je trouve tough, c'est beaucoup... justement, tu sais, de jongler avec le sentiment de culpabilité. Parce que souvent, justement, plus qu'on se forme sur le développement de l'enfant, sur les meilleures pratiques, bien, plus on se met comme la pression de « I should know better ». Je le sais comment intervenir. Pourquoi d'abord j'ai pas été capable? Puis tu sais, je te donne un exemple. Moi, je me suis rendu compte récemment qu'un de mes triggers, c'est quand ma fille a les mains sales, puis qu'elle va s'essuyer sur elle, sur le divan ou sur moi ou dans mes cheveux que je viens juste de laver, puis que je m'en viens dans un podcast, puis que là, on était au Boston Pizza, puis elle avait une affaire à sauce Alfredo, là, puis c'est ça. Ouais. Ça me trigger, puis ça part de moi parce que même si je lui ai répété 75 fois qu'il faut qu'elle s'essuie avec la débarbouillette. Pour être capable de se rappeler qu'elle doit s'essuyer avec la débarbouillette, elle a besoin de la mémoire de travail qui lui permet de continuer de maintenir active la consigne tout en faisant quelque chose. Donc, elle est en train de manger, mais malheureusement, son cerveau traite ce qu'elle est en train de manger. Puis ma consigne de s'essuyer sur quelque chose est dans le back-end de son cerveau, puis elle n'est pas traitée en ce moment. Fait que c'est sûr que ça, c'est difficile. Fait que la mémoire de travail est en cause, mais il y a aussi l'autocontrôle. Elle n'est pas confortable. Elle a quelque chose. Elle a un stimulus là, qui l'agresse, qui la dérange, puis tout de suite, elle veut l'enlever. Elle n'a pas l'autocontrôle pour dire « Whoopalaï, j'ai quelque chose qui me rend inconfortable. C'est quoi la meilleure solution? J'ai deux choix qui s'offrent à moi. M'essuyer sur mon linge, m'essuyer sur ma mère ou m'essuyer sur ma... » Ce processus-là ne se fait pas. OK? Ça se fait pas. C'est une attente irréaliste. Fait que si j'ai cette attente-là envers ma fille, clairement que je vais pogner un nerf, puis clairement que je vais la chicaner, puis je vais dire, ben là, c'est la dernière fois, puis sinon, je vais te l'enlever. Si je fais ça, très comportemental ici, là, tu sais, de donner une conséquence, ben là, elle va comprendre. Si je donne une conséquence à ma fille, là, ben oui, elle va arrêter le comportement inadéquat sur le coup. Est-ce que ça va faire maturer son cerveau plus vite? Est-ce que ça va faire développer son habileté? Ben non. Ben non, ça change rien. Tu sais, en tout cas,
Ça pour dire que, ben, des fois, oui, je vais pogner les nerfs. Puis là, ben, après ça, je vais me sentir super coupable parce que je me dis, Colin, je sais que c'est pas sa faute. Je sais qu'elle est immature. Je sais que c'est pas comme ça qu'il faut que j'intervienne. Pourquoi c'est ça que j'ai fait? Ouais. Puis là, ben, c'est là que moi, je trouve personnellement que j'ai vraiment, vraiment grandi comme humain, là, tu sais, d'être capable de comprendre mes propres triggers, de comprendre qu'est-ce qui vient me déclencher. Puis d'aller beaucoup travailler l'humilité et là, tu sais, de dire, hey, je suis pas d'accord avec la manière dont j'ai agi. J'avais pas raison de te chicaner. C'est difficile. Moi, je le sais que tu es une petite fille d'amour puis que tu fais de ton mieux. Je le sais que tu voulais pas salir mes cheveux. Je sais que c'était pas ça que tu voulais, mon amour. Sur le coup, j'ai pas été capable de le voir. Mais là, j'ai calmé ma colère. Puis là, je le vois que c'est pas ça que tu voulais faire. Mais je m'excuse de t'avoir parlé comme ça. La prochaine fois, je vais t'aider. Ouais. Je vais préparer une débarbouillette. Puis je vais être prête à t'aider pour te rappeler qu'il faut essuyer sur une débarbouillette puis pas sur des vêtements. C'est bon, tu sais. Puis on est des modèles dans ce qu'on fait, dans ce qu'on fait de bien, dans ce qu'on fait de mal, puis de la façon dont on répare. Fait que, tu sais, ton exemple était mais c'est ça. Aussi puis, mais c'est tough. C'est tough. Parce que, ça reste tough. Tu sais, je sais pas toi, je sais pas ceux qui écoutent, mais, tu sais, moi, là, j'ai un de mes gros triggers, justement, c'est de me sentir inadéquate. Fait que quand je me sens inadéquate, des fois, ben, ça va réveiller mes défenses. Moi, je suis quelqu'un, des fois, qui a un petit peu de la misère à admettre ses torts parce que j'ai de la misère à aller à cette place-là, à dire j'ai été inadéquate, j'ai fait quelque chose de pas correct. Ah! Ça me fait mal! Ça me fait tellement mal! Je veux tellement pas nuire à personne, je veux tellement pas faire de mal à personne, je veux tellement pas que quand ça arrive, malgré moi, je me sens mal, là. Fait que être maman, là, ça a été beaucoup de travailler sur les excuses. Fait que ça m'a obligée aussi à m'excuser, à admettre mes torts à mon chum. Puis, parce que je veux fournir le modèle. Je veux que ma fille le voie, que, hey, je m'excuse, mon amour, j'ai vraiment sali ton plancher. Tu as travaillé fort ce matin pour faire le plancher. J'ai mis du sable partout. Je suis vraiment désolée. Avant, j'aurais peut-être minimisé. C'est pas si grave, là, je vais passer le balai, reviens-en. Non! Non! Il a travaillé fort pour son plancher. Il a raison de trouver ça plate. Je dois accepter mes torts, je dois m'excuser. Puis en faisant ça, j'offre le plus beau modèle à ma fille. Mais tabarouette, que c'est pas naturel, que c'est tough. C'est ça, ça m'oblige à confronter mes bébites. Oui, absolument. Puis aller à des places que c'est douloureux, mais il faut le faire. Il faut. Vraiment. Ouais. C'est ça que je trouve tough, mais gars, work in progress, comme on dit. Ben, c'est ça, puis c'est ça qu'on vise dans tout. Moi, je pense, là, qu'il faut viser la progression, pas la perfection. Ben, c'est ça. Si on pouvait se dire ça, on s'enlèverait la pression. Puis, fais de ton mieux jusqu'à ce que tu en saches plus. Puis quand tu en sais plus, fais mieux. Puis ça, c'est pas nécessairement sur la façon dont tu vas être avec ton enfant, mais quand tu sais plus sur toi-même, t'arrives à mieux comprendre. Là, tu vas pouvoir faire mieux la fois d'après. Il faudrait qu'on se donne la même bienveillance qu'on veut offrir à nos enfants, tu sais, mais c'est tough des fois. C'est tough. Puis d'avoir, ben, tu sais, j'ai comme le goût, tu sais, je sais pas, y a-tu une question sur le développemental que je t'ai pas posé, que t'aurais aimé que je te pose? Non. Y a-tu quelque chose comme il faudrait ajouter pour préciser? Ah, ben vite, comme ça, il n'y a rien qui me pop, là, non? On a fait un bon tour, tu sais. Fait que là, justement, c'est que cette lunette-là, tu sais, d'avoir la lunette développementale peut tellement nous aider à nous apaiser. Nous ramener qu'il y a plein de ces comportements-là qui nous inquiètent chez nos enfants, qui sont tout simplement dans la nature de l'enfance, qui sont dans leur développement, qui sont juste une phase, puis qu'on doit accueillir, reconnaître, puis on va les traverser, puis c'est tout. C'est ça, exact. Fait qu'arrêtons de nous taper sa tête, de nous juger trop sévèrement, puis d'être vraiment dans le paradigme de la relation avec nos cocos. Puis miser sur notre relation, ça sera jamais du temps perdu. Ça va toujours être bénéfique, autant pour eux que pour nous. À long terme, là, ce qu'on veut, c'est d'avoir développé cette relation-là, puis qu'elle soit durable. Fait que le comportemental, justement, est beaucoup plus à court terme. Oui, exact. Fait que développer peut-être aussi notre patience, puis trust the process, comme tu le disais. Voilà, on trust the process. C'est pas facile, là, surtout quand on rencontre des difficultés, puis qu'on est dedans, tu sais, quand
collé là, devant les difficultés de dodo ou justement la régression dans la propreté, toutes ces affaires-là, quand on est collé dedans, des fois, on peut être découragé, c'est normal. Puis c'est là que c'est vraiment important de faire confiance au processus, de revenir, de se retenir avec l'envie de vouloir casser le comportement, puis plutôt de revenir aux conditions favorables qu'il a besoin là, pour réussir à revenir sur le droit chemin de son développement. Qu'est-ce qui se passe dans l'environnement? Qu'est-ce que je peux adapter dans la relation? Puis croire sur du long terme. Voilà. C'est beau, hein? Très beau, vraiment. Souvent, à la fin, je demande des suggestions lecture. Mais là, je pense que tu me permettre? Je pense qu'on va me permettre de parler de mon livre. Hein? Fait que le petit pouls d'Amérique, ça va être notre suggestion pour aujourd'hui. Vraiment, c'est une Bible. Je pense même qu'il est rendu obligatoire dans certains... Oui, il y a certains cégeps qui l'obligent, puis il y a plein de profs d'université qui l'utilisent aussi. Là. Vraiment. Fait que ça, c'est vraiment chouette. Je suis vraiment très, très fière de ça. Je trouve ça cool que ça sème plein de graines, là, justement. Il est incroyable. Puis c'est ça, c'est que tu as une force de fou pour vulgariser puis pour rendre tout ça hyper concret. Ta manière d'expliquer justement la science va faire que n'importe qui est capable de la comprendre puis de nous ouvrir les yeux sur vraiment beaucoup de choses. Fait que tes livres, ils sont précieux. Je dis tes livres parce qu'au moment où le podcast va sortir, il va aussi y avoir le tome 2. Le tome 2. Oui, puis le tome 2, là, je vais le dire, OK? C'est écrit 7 à 12 ans dessus. Okay. Sauf que c'est purement marketing, OK? C'est pas cliniquement pertinent. Ça, c'était une exigence de la maison d'édition parce que c'est de même ça marche. Hein? Eux, ils veulent vendre à des librairies, puis les librairies veulent pas vendre 2 fois le même produit. Donc, il fallait les convaincre que c'était pas 2 fois la même affaire. Dans le fond, dans le tome 2, je parle beaucoup des problèmes quand même qui émergent souvent ou qui préoccupent souvent les parents d'enfants de 7 à 12 ans. Tu sais, le rouspétage, l'opposition, l'attitude de chenoute, ce genre de je parle beaucoup d'autonomie, justement, tu sais. Je parle de la relation qui change au fur et à mesure que l'enfant grandit. Je parle des enfants qui font encore des grosses crises rendues à cet âge-là. Je parle de plein d'enjeux qui concernent beaucoup cette tranche d'âge. Mais si votre enfant, il a moins que 7 ans ou qu'il y a plus que 12 ans, ça vous concerne aussi. Toutes les problématiques qui sont abordées là-dedans, ça concerne tous les parents. Tout le monde est concerné par ça. Là. Puis de toute façon, moi, ici, je répète vraiment souvent que la petite enfance dure toute la vie. Oui, c'est ça. Mieux comprendre le développement, mieux comprendre l'enfance, c'est mieux comprendre la vie. Mais vous allez reconnaître des comportements de vos collègues, de vos chums, tout ça. Ouais. Fait que vraiment, de se pencher là-dessus, c'est un outil en or, là, vraiment. Merci. Fait que, puis celui-là, gars, je vais en profiter, je vais te le faire signer, puis je vais le faire tirer dans mes auditeurs aussi. Avec plaisir. Avec Instagram. plaisir. Alors, merci pour tout. Merci pour cette belle discussion. Puis, je suis pas mal certaine que ça sera pas la dernière. Ah, c'est sûr. On n'est pas arrêtable. Merci beaucoup. Au plaisir.